Très bien, écoutez, bonjour à tous. Moi, c'est toujours un grand plaisir d'être ici et de travailler sur ces questions. Nous sommes rentrés d'Israël il y a 3 mois, après 4 années sur place, qui nous ont permis de bien comprendre comment fonctionnait le système de défense, de renseignement, d'anticipation. Et les Israéliens n'en ont pas moins, avec tout un système que je vais décrire très très rapidement, été profondément surpris par ce qui s'est passé. Xavier m'a demandé de parler, d'orienter un petit peu ce que je vais vous dire sur l'idée d'Israël sans profondeur stratégique. Effectivement, c'est une donnée essentielle. Alors, sans profondeur stratégique, vous savez tout ce que ça veut dire, hein. C'est d'abord et avant tout géographique. Mais pour ceux qui ne sont pas allés là-bas, c'est vrai qu'il faut toujours rappeler qu'Israël, c'est assez petit. Hein, c'est 22 000 km², c'est-à-dire 5 000 km² de moins que la Bretagne. C'est une bande de 450 km du nord au sud et de 130 km d'ouest en est. Donc c'est tout petit. En avion, les Rafales qui survolent très régulièrement pour aller voir plus à l'est vers la Syrie, en volant relativement lentement, à Mach 0,6, à très haute altitude, ils mettent un peu moins de 10 minutes pour traverser Israël. Donc, il faut se rendre compte de la conséquence immédiate de ce manque de profondeur stratégique, c'est que la réactivité, mais la réaction contre toute tentative d'intrusion doit être immédiatement arrêtée. Parce que si elle n'est pas immédiatement arrêtée, en fait, le territoire, il est envahi très, très, très vite. Enfin, il peut l'être en tout cas. Et donc, c'est fondamental. Il n'y a pas le temps à perdre pour réagir. Ça vaut pour les avions, ça vaut aussi pour les missiles. À Tel Aviv, quand les sirènes sonnent, vous avez 1 minute 35 pour descendre à l'abri. Mais quand vous êtes à Sderot, dans le sud, vous avez entre 25 et 30 secondes pour descendre. Ce qui fait d'ailleurs que souvent les gens dorment dans l'abri au bout d'un moment, pour être sûr que, voilà, parce que quand il faut lever les enfants et descendre à la cave, etc., ça prend évidemment plus que 30 secondes. Donc on finit par dormir dans la partie blindée de l'appartement ou dans la cave, etc. On appelle le miklat. Et il y a là une forme de conditionnement. Non seulement Israël se pense dans la guerre depuis sa création, il y a 75 ans, mais il se pense dans la guerre dans une forme qui l'oblige à être en permanence sur le qui-vive. Et ça fait partie du mindset israélien. Alors, évidemment, Israël a mis en place des défenses pour pallier l'absence de profondeur stratégique. Une défense aérienne assez sophistiquée et, en fait, une interdiction générale de survol, sauf exception. Et donc, par exemple, nous n'avons pas d'autorisation permanente. À chaque avion qui passe, il faut demander. Et pour avoir un peu volé avec un ami là-bas, un jour, dans notre Cessna, on s'est éloigné de 3 degrés du cap qui nous avait été donné. J'ai eu un Niagara d'injures dans le casque et on a été évidemment dans la stricte obligation de revenir immédiatement sur la trajectoire prévue. C'est du point de vue
alors donc il y a le ciel, il y a la mer aussi. De ce point de vue-là, Israël est moins bien équipé qu'on ne le penserait, parce qu'il n'a jamais pensé en réalité aux attaques par la mer. C'est un pays qui a toujours pensé les attaques par la terre. Et donc, nous avons, là, il y a des marges de progression, comme on dit, et nous essayons, dans la coopération bilatérale, de travailler avec eux sur ce sujet, qui est évidemment très important. Et nous sommes, d'ailleurs, en tant que France, le premier pays par la coopération maritime, avant même les Américains. Vous avez une escale de frégates toutes les 5 semaines et un travail de renseignement bilatéral. Les frégates françaises voient à peu près tout de Alexandrie au nord Liban, et quand le porte-avions passe dans la zone, il voit à peu près tout de Tripoli jusqu'à la frontière syro-turque. Et quand je dis il voit tout au-dessus de l'eau, mais surtout en dessous de l'eau. Et c'est très, très important. Et donc nous travaillons beaucoup avec les Israéliens là-dessus, mais on sent que peut mieux faire. Et puis, il y a la partie terrestre. Alors, la partie terrestre, elle est aujourd'hui, avec toutes ces frontières, bon, vous avez en gros 75 km de frontières libanaises au nord, 75 km de frontières syriennes, puis 50 km de frontières avec Gaza. Et là, vous avez la mise en place de tout un système électronique extrêmement sophistiqué et qui a emmené les Israéliens, à mon sens, dans ce que Xavier Hofer et Alain Boer dénoncent souvent, le fétichisme technologique, c'est-à-dire la surveillance de la frontière par des moyens électroniques très sophistiqués. Et c'est à la fois une force et évidemment une faiblesse. Après, et j'en terminerai avec ça, c'est un pays dans lequel, c'est pas du tout comme en France, vous avez les militaires et les civils qui sont complètement mélangés dans l'appareil d'État. N'oubliez pas que les garçons font 3 ans de service militaire, les filles 2 ans, et que, en fait, le système israélien, c'est en permanence la symbiose entre du militaire et du civil. Contrairement à la France, il n'est pas du tout étonnant de voir un gouvernement avec 3 ou 4 généraux devenus ministres. Et il y a très peu d'État en Israël. L'État est faible, sauf dans le domaine de la défense et de la sécurité, qui est hypertrophié. Donc c'est une manière de fonctionner qui est tout à fait différente. Et évidemment, il faut terminer avec le système de renseignement. Donc vous avez un renseignement extérieur que vous connaissez bien sûr, le Mossad, qui a une réputation d'excellence et qui porte des coups à l'extérieur d'Israël, ces faits d'armes étant évidemment d'avoir amené Eichmann en Israël. Et puis vous avez le Shabak, parfois désigné par les 2 lettres du Chi et du B, donc le Shin Bet, et qui est le système qui s'occupe du contre-espionnage, du travail avec d'interrogation, d'interrogatoire, des prisonniers, etc. Ce sont 2 systèmes très performants, et deuxième effet pervers, c'est Fauda, c'est-à-dire que les Israéliens sont convaincus de l'excellence de leur double système de renseignement extérieur et intérieur, au point qu'ils se reposent là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, un des acteurs de Fauda dit après, il y a un effet pervers dans le succès de cette série. C'est que les Israéliens, ça les a convaincus qu'en fait, ils étaient imbattables. Et donc c'est un deuxième effet curieux qu'il y a en Israël. Cette certitude qu'au fond,
le pays est au top du top en matière de renseignement et de capacité d'intervention. Alors, mettez ça en contexte général et qu'est-ce qui s'est passé récemment, donc le 7 octobre. Vous avez 3 éléments politiques et 3 éléments qui concernent le renseignement. Dans le domaine politique, vous avez d'abord on pourrait dire globalement, la politique du gouvernement actuel, qui est là depuis un an, le gouvernement Netanyahou, qui, pour des raisons diverses, en fait, a polarisé le pays et clivé le pays au point de l'affaiblir intérieurement. Et jusqu'à ce que certains militaires, et notamment des réservistes, refusent de faire leur période de mise à niveau et refusent même, enfin avait-il dit, puis ça ne s'est pas révélé juste, refusent de repartir à l'armée parce que c'est une armée qui fonctionne énormément grâce aux réservistes. Donc premier élément politique, le pays était divisé, donc affaibli. Mais de façon forte, profonde, manifestations tous les samedis, enfin, etc. Le deuxième élément, c'est que le gouvernement a eu confiance dans le fait qu'il maîtrisait ce qui se passait dans la bande de Gaza et qu'il maîtrisait le Hamas. En fait, c'est venu de 2 choses. En matière de renseignement humain, on s'est rendu compte que les Israéliens pensaient parler au Hamas, mais ils ne parlent qu'à la branche politique du Hamas, et pas du tout à la branche un peu militaire, pourrait-on dire, c'est celle qui a agi. Or, il n'est pas sûr qu'entre la branche militaire et la branche politique, le courant passe si facilement que cela. Et donc, on constate que dans leur contact avec le Hamas, parce qu'il y a des vrais contacts au niveau des services de renseignement, eh bien, ils ont parlé au Hamas, mais sans doute pas aux bonnes personnes du Hamas. Voilà. Donc là, ils se sont aussi habitués à ce type de dialogue qui ne correspondait pas à celui qu'il fallait avoir avec les gens qui, un jour, étaient susceptibles d'agir. Et puis, le deuxième élément de confiance, c'est qu'ils avaient l'impression de maîtriser ce qui se passait dans la bande de Gaza. Après ce qui est arrivé il y a 2 ans, la guerre des missiles de 11 jours, le Hamas a été tapé assez fortement, il y a des tunnels qui ont été bombardés, etc. Et la période depuis était une période de calme. Alors les gens pensaient que le Hamas se refaisait des forces, mais que ça prendrait longtemps. Et puis, le gouvernement, celui-ci et celui d'avant, de Yair Lapid, ont dit on va gérer la situation de façon différente en autorisant des permis de travail quotidiens à la population. Et tous les jours, vous aviez 12 000 Gazaouis qui rentraient dans Israël, qui repartaient le soir ou qui restaient 2, 3, 4 jours sur les chantiers avant de repartir. Et en fait, comme ils sont payés entre 6 et 7 fois ce qu'ils touchent à Gaza, au fond, ça devient une source importante de revenus. Et lorsqu'il y a des troubles avec Israël, Israël arrête les permis de travail. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur même de Gaza à ce moment-là? C'est la population qui dit au Hamas « Arrêtez d'embêter Israël parce que ça nous coupe nos revenus, puisqu'on ne peut plus aller en Israël à ce moment-là. » Donc, la gestion des permis de travail a donné confiance à Israël dans l'idée que si le Hamas repartait à l'assaut, eh bien, c'est la population elle-même qui allait réagir contre le Hamas. Ils auraient un problème en interne. Donc, lentement, le gouvernement pense qu'il maîtrise ce qu'il se passe dans la bande de Gaza. Et puis, il arrive aussi que politiquement, on se trompe de priorité en matière de sécurité. Et donc, arrivent les fêtes juives du mois de septembre et de début octobre. Et l'idée, c'est que si
des Israéliens se font attaquer, ce sera probablement les colons de Cisjordanie. Et là, il y a de l'idéologie derrière, et le ministre de la Sécurité, qui est une espèce d'idéologue convaincu à la fois extrême droite et extrême religieux, va dire « ce sont les colons à l'Est qu'il faut protéger », et donc il déplace un certain nombre d'éléments militaires vers l'Est, et donc il dégarnit l'Ouest. D'autant plus que, en même temps, comme il y a les fêtes juives, on renvoie pas mal de soldats chez eux à la maison le temps des fêtes. Donc les effectifs sont particulièrement dégarnis juste à ce moment-là. Et non seulement ils sont dégarnis, mais ils ne sont pas du tout au bon endroit. Ils sont à Gaza. Ils ne sont pas du tout vers Gaza. Voilà. Alors ça, ce sont des erreurs, je dirais, de nature politique. Et puis, il y a des erreurs de renseignement. Donc, on a dit, c'est d'abord le fait de se reposer beaucoup sur la technologie. Mais en l'occurrence à Gaza, il y avait quand même énormément il y a beaucoup de renseignements humains. Et vous avez autour de la bande de Gaza un système d'observation qui est fait généralement par les jeunes filles qui rentrent tout juste à l'armée et qui passent au moins un an à détecter tout ce qui se passe. Alors elles sont devant leurs écrans, mais elles se promènent aussi le long de la frontière. Et elles notent absolument tout ce qui leur paraît anormal. Et là, on s'aperçoit que 8 jours avant l'attaque du 7 octobre, elles commencent à noter beaucoup de choses qui arrivent. Des gens qui observent à la jumelle, alors qu'ils ne devraient pas être là. Des regroupements, des déplacements le long de la frontière. Elles signalent tout ça. Et tout ça est maintenant bien documenté. Et comme il arrive souvent, alors en Israël c'est très réactif, donc les chefs viennent regarder et puis repartent. Et donc comme il arrive souvent, en fait le signal ne monte pas assez haut, assez vite, et on voit les chefs dire non, c'est pas grand-chose, donc t'en fais pas, etc. Et il y a 2-3 filles, c'est intéressant, qui vont insister en disant c'est tout à fait anormal, nous on a l'habitude, puisqu'on vit là en permanence en face de la barrière, enfin du mur de Gaza, et on note des choses assez machistes, du genre t'es là pour noter ce qui se passe et pas pour réfléchir. Et donc on voit 2-3 jours avant que ça monte pas. Voilà. Et que, comme toujours, la question c'est pas seulement de détecter, c'est d'arriver à faire monter l'information et à motiver les chefs pour qu'il y ait des décisions de prise. Et là, je pense qu'il y a une fois de plus une vraie leçon entre la détection et la capacité à réagir dessus. Et puis, il y a des éléments qui viennent d'autres pays, essentiellement l'Égypte, mais aussi d'autres qui envoient des signaux, il va se passer quelque chose. Mais il va se passer quelque chose, comme toujours, tant qu'il n'est pas très précis, tant qu'on n'a pas la date ni les moyens de mise en œuvre, la hiérarchie ne fait pas vraiment attention. Et donc vous avez, quelques jours avant, un tas de signaux plus ou moins faibles qui sont lisibles après coup. C'est toujours comme ça. On se rend compte après coup qu'on aurait dû lire et qu'on aurait dû agir. Et puis là, par tout un concours de circonstances, ça n'a pas marché. Et le 7 octobre arrive. On voit à la fois, après c'est de la technique, comment la barrière de sécurité est désamorcée, puis cassée, et effectivement, le Hamas ne trouve rien en face. Et ceux qui ont été faits prisonniers du Hamas disent « on n'y comprend rien, en fait, on pensait qu'on allait être arrêté tout de suite et sans doute tué, et on est rentré et on est monté assez loin, et il n'y avait pas d'obstacle en face de nous. » Oui, puisque justement, l'armée était de l'autre côté. Il a donc fallu, pour un pays sans profondeur stratégique, réagir
Et ce n'est pas si mal, mais c'était déjà beaucoup trop. La réaction va prendre 3 heures. 1 heure et demie pour comprendre ce qui se passe, 1/2 heure pour réunir les responsables, prévenir ceux qui doivent arriver et qui doivent arriver. Il faut 1 heure pour arriver sur place, et vous avez 3 heures et 1400 morts au passage. Donc vous voyez que c'est tout un enchaînement, mais qui pose pour l'avenir beaucoup de questions par rapport, encore une fois, à l'absence de profondeur stratégique. Ça en pose bien d'autres dans d'autres domaines. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer ou pallier l'absence de profondeur. En fait, il n'y a que 2 méthodes. Soit vous minez sur 1 kilomètre de large, c'est-à-dire que vous remplacez l'absence de profondeur stratégique par quelque chose qui est impossible à passer, c'est-à-dire c'est la méthode Corée du Nord. Alors, Corée du Nord, évidemment, c'est 4 kilomètres surminés de partout. Alors, le moindre lapin qui passe, il explose, bien entendu. Et là, c'est de prendre une bande et de miner. C'est politiquement infaisable, mais militairement efficace, mais politiquement infaisable. Parce que ce serait isoler encore plus la bande de Gaza, etc. Bon, pour des tas de raisons qui relèvent aussi de l'opinion publique. Mais vous voyez que la barrière n'est pas suffisante. Les mines, c'est imparable. C'est pas d'ailleurs que je suis contre la méthode, hein, que ce soit clair, c'est pas du tout ce que je prône, mais c'est une méthode possible. Nous avons, avec mon épouse, fait le tour des frontières israéliennes et des différents types de barrières, de grillages, etc. Il y a des endroits, c'est un grillage de jardin. Hein, quand vous êtes dans le Golan avec la Syrie, c'est rien du tout de passer. Je veux dire, une voiture qui rentre là-dedans peut passer. Donc, on a des endroits comme la barrière de sécurité qui passe à l'est de Jérusalem, qui sont des murs très hauts, etc., quasi infranchissables. Et puis vous avez des endroits où ça passe très facilement, et même parfois il y a des trous dans le grillage. Ouais. Voilà. Et si c'est pas ça, c'est la deuxième solution que prône Israël. C'est évidemment de faire en sorte que le Hamas ne soit plus là, c'est-à-dire de repousser l'ennemi. Solution plus politique, mais avec une phase militaire. Et ce qui s'est passé, il faut bien voir le traumatisme que ça peut représenter pour Israël. Ici, on le sait, mais on ne le sent pas comme on le sent en Israël. Pourquoi est-ce que le Hamas a franchi une ligne rouge ? C'est parce qu'en fait, par son intrusion, et la violence de cette intrusion, bien entendu, il a attaqué un des fondements de l'utilité d'Israël. Israël a été conçu comme le pays où ce type d'attaque, de pogrom, etc., n'était plus possible historiquement. Et donc, bien sûr, les 1400 morts, c'est horrible, surtout dans ces conditions, mais c'est vraiment horrible. Mais il faut voir que le plus important peut-être, c'est la dimension symbolique de cette intrusion. C'est ce qu'elle signifie par rapport au rôle même d'Israël vis-à-vis des Juifs, Israël conçu comme le pays de protection des Juifs, où ce genre d'événement traumatique ne peut plus arriver. Et donc le seul moyen pour Israël de s'en sortir maintenant dans la dimension militaire, c'est 2 choses essentielles et une autre psychologique. Les 2 choses essentielles militairement, c'est de taper le Hamas le plus possible. Alors ils disent éradiquer le Hamas. Bon, ok, on n'éradique pas un groupe comme ça, et surtout on n'éradique pas son idéologie à coups de canon. Mais en tout cas, c'est le réduire le plus possible, à un point tel qu'il ne puisse plus agir militairement, ou que ses chefs partent ailleurs, à Doha ou ailleurs. Mais en tout cas, une chose est sûre, pour les Israéliens, le Hamas ne peut plus vivre à côté d'Israël, après ce qu'il a fait. Donc ça, c'est une chose. Le deuxième objectif, c'est qu'il faut refaire une dissuasion. Comme il n'y a pas de profondeur stratégique, il faut
qu'il n'y ait plus d'intrusion de ce type. Donc il faut dissuader de toute intrusion du même genre. Donc il faut suffisamment taper sur Gaza pour dire aux autres proxys, évidemment d'abord le Hezbollah, puis les autres petits groupes, le djihad islamique et les Houthis ou que sais-je, si vous faites ça à votre tour, il va vous arriver sur votre territoire la même chose que ce qui arrive à Gaza. Et donc, la dimension destructrice de l'action militaire d'Israël est faite aujourd'hui pour remonter le niveau de dissuasion, pour que ça n'arrive plus. Et ce niveau de dissuasion doit être d'autant plus élevé qu'il n'y a pas de profondeur stratégique et qu'Israël ne peut pas se permettre une autre attaque du même genre. Donc vous avez deux objectifs militaires. Et il se conjugue avec un autre objectif de nature psychologique, mais qui est important aussi par rapport à ces intrusions. C'est le fait que les tueurs du Hamas se sont filmés avec les GoPro et ont filmé des atrocités. Et l'idée, c'est quoi? C'est de punir le Hamas de la jouissance qu'ont eu ces combattants de tuer des Juifs et de les tuer dans ces conditions-là. Et de même pour la population qui fonctionne avec le Hamas. Personne ne sait quelle est la part de la population gazaoui qui aime le Hamas et celle qui considère que le Hamas ne leur a jamais apporté que du malheur. On ne sait pas, la moitié, un tiers, personne ne sait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est insupportable pour les Israéliens et pour les Juifs en général, c'est de voir le plaisir qu'ont éprouvé ces tueurs à tuer comme cela. Et de cela, il faut aussi leur faire passer l'envie, et faire passer l'envie à d'autres, y compris, cette fois-ci, pour les gens de Cisjordanie, du Hamas en Cisjordanie, ou d'autres personnes qui, en Cisjordanie, auraient envie de faire la même chose. Donc vous avez, pourrait-on dire, trois objectifs. Un qui est taper le Hamas le plus possible vers l'éradication, mais je ne pense pas que ce soit possible. La deuxième chose, relever le niveau de dissuasion. La troisième chose, c'est leur donner l'envie, même psychologique, de ne plus recommencer. C'est l'effet Dresde ou l'effet Hiroshima. C'est-à-dire, c'est l'effet, vous êtes déjà à la fin de la guerre. Dresde, c'est en janvier 1945. Mais le bombardement de Dresde, ça tape aussi autre chose qu'un objectif militaire. Ça tape même l'idéologie nazie, genre, on va vous faire passer l'envie d'adopter cette idéologie-là. Évidemment, on pourrait parler aussi d'autres fins de guerre de ce type, c'est-à-dire des bombardements extrêmement massifs alors que la guerre est quasiment déjà terminée. Voilà, quelques éléments comme ça, mais je suis tout à fait prêt à prendre des questions sur comment fonctionne le manque de profondeur stratégique d'Israël avec sa manière d'agir, sa manière de faire, mais aussi avec la manière dont ses ennemis pensent la manière d'attaquer. Merci. Deux observations sur ce qu'Éric a dit pour compléter. Bien entendu, tout ce qu'il a dit est vu direct sur place, donc il n'est pas question d'y ajouter quoi que ce soit, mais deux indications de contexte. L'agencement entre la branche militaire et la branche politique du Hamas n'est pas bien fait. Ils n'ont pas compris quelque chose. Vous savez, des fois, le produit initial est pratiquement parfait. C'est la première pression de l'huile d'olive. Le premier terrorisme du début du XXe siècle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'armée républicaine irlandaise, l'IRA. Et dès le départ, l'idée que le politique devait obéir, devait commander aux militaires est présente dans la première IRA. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Il y a une branche politique qui s'appelle le Sinn Féin, nous-mêmes en gaélique. Il y a
l'armée républicaine irlandaise, mais le commandement réel n'est ni dans l'un ni dans l'autre. C'est au-dessus, un organisme qui superpose, qui surmonte les deux autres et qui s'appelle le Conseil de l'armée, Army Council. Army Council, c'est la réunion des 6 ou 7 chefs d'état-major survivants de l'IRA au cours des décennies. Et récemment, il s'est produit quelque chose d'extrêmement impressionnant. Tout le monde l'a vu, a pu le voir à la télévision, mais peu ont compris le sens de cette marche symbolique. À un moment donné, au milieu des innombrables sottises commises par Boris Johnson, il y a eu l'idée de s'y prendre de telle manière pour le Brexit qu'il serait réinstauré une frontière physique entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord. C'est un absolu casus belli pour l'IRA. Vous touchez à ça, vous avez la guerre le lendemain matin. Et la manière dont les choses ont été présentées symboliquement est extraordinairement forte. Il faut savoir ce que c'est que Belfast, c'est un trou, hein, c'est une ville de 250 000 habitants maximum, avec des quartiers catholiques et des quartiers protestants imbriqués les uns dans les autres, des fois d'une rue à l'autre. Et à ce moment-là, dans ce contexte-là, meurt l'individu qui a donné le plus de fil à retordre aux Britanniques pendant ce qu'ils appellent the Troubles, la période de guerre civile qui s'achève par la paix de Pâques, enfin la trêve de Pâques, puis l'abandon de la lutte armée par l'IRA en 1997. Et donc, cet homme, qui est le chef du service de renseignement de l'IRA, meurt de mort naturelle. Arrive le jour de son enterrement. Le jour de son enterrement, 2000 hommes en uniforme le long des voies de Belfast-Ouest, des quartiers catholiques, des ghettos catholiques, Ballymurphy, Andersonstown, Short Strand, Upper Falls Town, Lower Falls. 2000 hommes en pantalon noir, chemise blanche, cravate, enfin en uniforme, hein, plus de 2000. Et là, il y a la maison du défunt dans laquelle on doit prendre son cercueil et le porter à dos d'homme à la cathédrale, évidemment catholique, de Saint-Paul à Belfast-Ouest. Une voiture s'arrête, sortent les 6 derniers chefs d'état-major de l'IRA, c'est-à-dire Jerry Adams et puis 5 autres, qui ont été successivement chefs d'état-major de l'IRA. Ils prennent le cercueil sur leur dos, ils avancent dans l'avenue vide et tout le parti politique, le Sinn Féin, vient se ranger derrière eux. Marie-Lou MacDonald, tous les chefs du Sinn Féin viennent se ranger derrière eux. La menace pour Londres est extraordinaire. Le Conseil de l'armée a repris la main et si jamais vous nous faites une frontière, nous déclarerons la guerre. Alors, naturellement, il n'y a pas une ligne dans les journaux français, mais à Londres, ils ont compris le message immédiatement. Et comme on dit, chez les gens des clubs de tir, ça a été retrait du percuteur tout de suite, hein, là, parce que là, c'était une menace quand même très grave. Voilà ce qui s'est passé. Et le Conseil de l'armée est dépositaire d'une autorité absolue sur l'arsenal de l'IRA. L'arsenal de l'IRA ne dépend naturellement pas de la branche politique, ni même de la branche militaire de l'état-major. C'est le Conseil de l'armée qui décide de donner les armes aux soldats volontaires de l'IRA ou pas. Et comme ça, l'autorité politique s'impose absolument. Le chef de l'arsenal de l'IRA, Quartermaster General, n'est pas du tout sous les ordres du chef d'état-major de l'armée républicaine, il est sous l'ordre du Conseil de l'armée. Et c'est comme ça que les politiques de l'IRA, dès le début, arrivent à s'imposer aux militaires. C'est eux qui commandent, c'est eux qui ont la clé de l'arsenal en main. Premier point. Et donc, c'est comme ça qu'on fait quand on veut mener une vraie guérilla, en ayant un contrôle politique. Et c'est le Conseil de l'armée qui seul a l'autorité pour déclarer la guerre ou pour signifier que c'est la paix. Ça s'est passé en 1997. En 2005, donc largement après,
une petite foule s'est assemblée devant la GPO, la grande poste de Dublin, où avait lieu la première, qui était l'état-major où habitait, où s'était réfugié l'état-major de la première IRA. Et là, un homme est sorti de la foule et a donné son vrai nom. Il dit: je m'appelle Jean Dupont, je suis le chef d'état-major de l'armée républicaine irlandaise et je déclare que la guerre est finie, nous rendrons les armes, etc. Ça s'est fait comme ça, dans une cérémonie qui est constante, parce qu'il y a une tradition maintenant à peu près d'un siècle. Voilà comment ça s'est passé, et voilà comment les politiques peuvent garder leur contrôle sur des éléments militaires et non pas un jour oui, un jour non, comme semble-t-il c'est le cas au Hamas. Deuxièmement, très brièvement sur le Hamas lui-même, les dirigeants politiques de la région, israéliens compris, font, et je suis poli, la même bêtise depuis plus d'un demi-siècle. C'est Sadat qui a fait entrer les islamistes, les frères musulmans, dans les universités égyptiennes pour en chasser les communistes. Ce sont les Israéliens qui ont mis Cheikh Yassine à Gaza pour emmerder Arafat, quoi. Donc, il faut savoir une chose, j'ai eu de longues conversations avec les dirigeants des frères musulmans de Tunisie, Ghanouchi et les autres, je les connais bien, j'ai passé... C'était Ramadan, donc je passais la nuit à bavarder avec eux, etc., sur place. Ce sont des vipères. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils sont... Mais leur capacité de vice, d'embrouiller les gens est extraordinaire. Ghanouchi me disait: Cheikh Xavier, tu as une mauvaise idée de nous, tu n'es pas gentil, tu dis que... Moi je disais: vous êtes des menteurs invétérés, on ne peut pas vous faire confiance. Il disait: mais non, regarde, tu connais Madame Merkel en Allemagne? Oui, quel est le rapport? Il dit: ben voilà, elle c'est une démocrate chrétienne, nous sommes des démocrates musulmans, c'est pareil, c'est exactement pareil. Et naturellement, ils ont embrouillé les Américains avec ça, qui les ont crus. Hillary Clinton, quand elle était secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, elle a avalé le ver de terre, l'hameçon, tout ce que vous voulez. Ils ont cru à leur bêtise. Ce sont d'absolus vipères. C'est facile avec Bin Laden, ok? Il arrive à la télé, il dit: on va tous vous tuer, c'est clair, message reçu, merci bien. Les frères musulmans ne veulent pas vous tuer, ils veulent vous endormir. Et après ça, vous bouffez. C'est boa, vous savez, comme ça. Hein? Donc, ils sont... Mais laisser la bande de Gaza dès le départ au Hamas, c'est une folie pure. Une folie pure. Les frères musulmans, dès qu'on les voit... Le seul, une fois de plus, hein, je vous dis, je parle avec distance, mais le génie d'Erdogan, qui a écrasé les frères musulmans chez lui, les gulenistes, c'est ça, c'est les frères musulmans. Ils participaient, la secte de Fethullah Gülen participait aux réunions internationales de l'international des frères musulmans à Khartoum. Donc ils sont là-dedans. Il les a écrasés en Turquie, il les a éradiqués de l'armée, il les a éradiqués de la police, il les a éradiqués de la justice. Encore à l'heure actuelle, il vient d'y avoir 50 000 en prison, on ne sait pas trop. Et à la suite de quoi, il continue à jouer avec eux, ceux qui sont au Soudan à l'extérieur, mais chez lui, rien de ça, quoi. C'est la sagesse même. Vous les avez dans les pattes. Erdogan, qui est conservateur, qui est un pied noir, hein, pour la Turquie, c'est un Turc d'origine de la Géorgie, et donc sa famille, ses parents et ses grands-parents, donc c'est un patriote. Quand il a vu les faux procès que faisaient les gulenistes à l'intérieur de la justice turque contre l'armée, Ergenekon, tout ce que vous voulez, qui les envoyait en prison, il s'est dit: mais ils sont en train de détruire l'armée turque. L'armée turque est le ferment absolu de la nation turque. Vous avez vu le voisinage qu'ils ont? Regardez autour, les frontières de la Turquie, c'est une horreur. L'Irak, l'Iran, machin, etc. Donc ils n'ont pas une armée forte, le régime ne survit pas. Et donc c'est quand Erdogan a vu à quel point les gulenistes étaient en train de tout faire pour tuer l'armée turque, envoyer ses chefs en prison, etc., il a mis bon ordre à ça, sans douceur particulière, en tirant profit d'un coup d'État dont il n'est pas bien sûr que... Enfin, on n'a pas trop compris l'épisode, mais à la fin, toujours est-il que les kémalistes sont revenus dans l'armée, etc., et qu'ils sont en prison. Donc, deux petites leçons à propos de tout ça. Il n'y a pas de pire vipère au monde
que les frères musulmans. Ils sont diaboliques dans leur manière de faire, et si vous leur laissez 1 millimètre, ils l'occuperont, ils se serviront de ça pour vous tuer. Et puis deuxièmement, que quand on veut faire une guérilla, il vaut mieux prendre le modèle de l'IRA, c'est plus sûr, parce que vous avez les armes sous clé. Après ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec des bâtons ou des cailloux, mais ils ne peuvent pas faire plus. Voilà.